Alors Yannick Lorty, lui, est économiste et va nous donner une approche un peu différente. Et puis surtout, il va parler d'une autre région. À toi, Yannick. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je vais avoir une approche assez différente qui tient essentiellement au fait que moi, je suis plutôt un spécialiste du marché du travail. Je m'intéresse aux questions d'emploi et aux questions d'évaluation des politiques publiques dans le domaine du travail et de l'emploi. Et donc, je suis venu sur le terrain du local, de l'urbain, des territoires, à cause d'une insatisfaction, de l'impossibilité en fait d'expliquer les problèmes du marché du travail indépendamment des contextes locaux. Et je pense que le chômage à la Goutte d'Or, c'est pas du tout le chômage à Montreux, par exemple, ou à Meaux. Et donc, il est important de restituer, de penser les problèmes d'emploi en lien avec les territoires. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi important de l'autre côté, quand on aborde des questions urbaines, spatiales, etc., d'accorder au marché du travail et aux questions d'emploi une place importante. J'observe que souvent les spécialistes du territoire n'abordent pas l'emploi et les spécialistes de l'emploi n'abordent pas les territoires. Et donc j'ai trouvé pertinent, avec quelques collègues, d'essayer de développer un ensemble d'études, de projets de recherche au carrefour des problèmes de territoire et d'emploi. Et donc voilà déjà quelques années. François, tu as fait remarquer avec beaucoup de justesse que j'étais le doyen de cette promotion. Et donc voilà quelques années que nous essayons de labourer ce terrain, donc notamment avec Emmanuel Duguay, Florence Sarry. On a réalisé donc un ensemble de travaux pour essayer d'apprécier les problèmes du marché du travail avec une approche territoriale. On a suivi en cela d'ailleurs une voie qui avait été ouverte par Laurent Gobillon, à qui je rends hommage auparavant. Alors, en fait, pour dire les choses très simplement, on a comme spécificité de travailler à partir de sources administratives exhaustives. Chacun des chercheurs qui parlent aujourd'hui a une source particulière, a une technologie d'observation qui lui est propre. Nous, notre particularité, c'est des sources administratives exhaustives. Alors, qui caractérisent le marché du travail. En fait, on travaille avec les fichiers de gestion de Pôle emploi et qui caractérise aussi les sorties des minima sociaux. On travaille avec les fichiers de la CNAF qui permettent d'avoir des diagnostics sur les sorties du RMI hier ou du RSA aujourd'hui. Et avec ce type pourquoi on utilise ce type de source? Parce qu'une source administrative, ça pose plein de complexité, vous connaissez sans doute. Hein. Disons, il y a beaucoup d'observations, mais il y a très peu de variables, et il n'y a pas les variables qui conviennent en général aux chercheurs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a beaucoup d'observations, justement, parce qu'on veut faire des exploitations spatiales de ce type de sources. Et en fait, notre idée, c'est d'utiliser ces sources pour produire des indicateurs de flux sur le marché du travail, par exemple des durées de chômage ou des taux de sortie du chômage ou des taux de sortie des minima sociaux, en les évaluant à un niveau spatial très fin, le plus fin possible, donc celui de la commune, voire de l'IRIS. Et avec ce type de source, on parvient, c'est l'intérêt, à une couverture nationale en fait, des problèmes, et tout en pouvant constituer des indicateurs spatiaux à un niveau très fin. Donc l'idée, c'est d'avoir des indicateurs de flux, donc une approche longitudinale. On va suivre des cohortes de demandeurs d'emploi, des cohortes d'allocataires du RSA. Et puis, au niveau de chaque commune, avec des techniques statistiques qui sont appropriées à ce type de données, on va reconstituer donc des taux de sortie du chômage de façon en fait, à évaluer les chances de sortir du chômage. Et on va le faire, grâce à ces sources, on peut contrôler aussi des caractéristiques individuelles des demandeurs d'emploi, donc en raisonnant, disons, toutes choses égales par ailleurs, enfin en tout cas avec toutes les choses que permettent de contrôler une source administrative qui n'a pas été conçue véritablement à cette fin. Et donc, ça nous permet de reconstituer, de cartographier finalement la durée du chômage ou les taux de sortie du chômage. Alors, vous avez une première illustration de ce type de travail sous les yeux. Donc, c'est la carte de France de la durée du chômage pour une cohorte assez ancienne. Ici, c'est les demandeurs d'emploi qui sont rentrés entre 2002 et 2003 et qu'on a suivis pendant 3 ans. Et on reconstitue après au niveau de chaque commune, au niveau de chaque
code postal dans les zones les plus rurales où on agrège les codes communes. On peut reconstituer donc les taux de sortie du chômage au bout d'un an. Et puis, après, on constitue des déciles, on colorie les déciles avec un code couleur qui d'ailleurs évoque le précédent. Donc, notre code couleur, c'est les communes en rouge sont celles où on sort le plus vite du chômage, et les communes en bleu sont celles où on sort le moins vite du chômage. Quand on observe ce type de carte pour la première fois, on est assez impressionné par plusieurs constats. Il y a 3 constats qui me semblent importants. Le premier, c'est d'abord l'échelle de la carte. En fait, quand on regarde le décile le moins favorable, le taux de sortie est de 15,4% au mieux, alors que le décile le plus favorable, le taux de sortie est de 49,1%. Donc on a un écart interdécile de plus de 3, en fait, donc des différences spatiales entre communes qui sont extrêmement fortes et bien plus fortes que celles qu'on pourrait imaginer a priori. Le deuxième constat, c'est que partout en France, il existe des communes qui sont contiguës et qui présentent des taux de sortie, des chances de sortir du chômage qui sont diamétralement opposés. Donc changer de commune, pour la commune voisine, ça peut se traduire par des effets très importants sur le taux de sortie du chômage, ce qui a priori va à l'encontre des représentations traditionnelles du marché du travail, selon lequel c'est la localisation des emplois qui détermine essentiellement la durée du chômage. Et puis, troisième constat, c'est très apparent quand on voit la carte de loin, c'est qu'il y a une structure spatiale dans cette organisation des taux de sortie. C'est-à-dire partout en France, on peut identifier des périmètres relativement homogènes, uniformes, des zones qui présentent des taux de sortie uniformément élevés ou d'autres qui présentent des chances de sortir uniformément faibles. Ces périmètres, si on les détaille un peu... oh mais non, si, par exemple, on a ici, en Poitou-Charentes, une zone uniformément favorable. La Corse est favorable à une sortie rapide du chômage. On a ici, à l'est de Rhône-Alpes, aussi une zone uniformément favorable. On a une partie de la Mayenne, de la Sarthe qui sont uniformément favorables, etc. On peut identifier comme ça des zones, alors qui ne recoupent pas des périmètres ni départementaux, ni régionaux, ni même les périmètres des arrondissements ou des cantons. Ce n'est pas les périmètres administratifs, c'est des périmètres qui sont débordants ou qui sont à l'intérieur de périmètres administratifs. Et inversement, on a aussi des zones qui sont uniformément défavorables à une sortie rapide du chômage. On a ici une partie du Nord-Pas-de-Calais. On a la région parisienne et Paris en particulier qui présente des durées de chômage uniformément élevées. Ça, on peut le vérifier si on regarde des durées de chômage départementaux à Paris qui présentent par rapport à tous les autres départements limitrophes de façon constante des durées de chômage plus élevées. Et donc, on a une structure spatiale, donc un ensemble de questions qui deviennent assez intéressantes. Pourquoi ces structures? Comment les expliquer? Comment expliquer de telles différences? Et pourquoi ces différences persistent dans le temps? Parce qu'on a refait ce type d'exploitation pour différentes cohortes, et on retrouve une géographie qui a une certaine persistance dans le temps. Donc, ce qui est effectivement ce qui débouche sur de nombreuses questions de recherche. Alors, la première chose qu'on peut faire avec les données administratives, c'est essayer de vérifier si cette cartographie dépend des caractéristiques des demandeurs d'emploi. On sait, par exemple, qu'il peut y avoir dans une ville un peu plus de demandeurs d'emploi jeunes, que les jeunes sont caractérisés par des sorties rapides du chômage, et donc une surreprésentation des jeunes dans une ville peut avoir mécaniquement, par effet de composition, se traduire par une durée de chômage plus faible. Donc, on refait ce type de carte en contrôlant par toutes les caractéristiques qui sont présentes dans les fichiers, et on retrouve globalement à peu près la même structure. Alors, on a fait des exploitations régionales où on va trouver des différences à des échelles spatiales fines. On va trouver des différences liées aux caractéristiques des demandeurs d'emploi. Mais de façon globale, on trouve la même structure. C'est-à-dire ce qu'on voit de loin n'est pas lié aux caractéristiques des demandeurs d'emploi, c'est bien lié à ce qu'on peut appeler des effets de territoire. Il y a des effets de territoire qui, au-delà des caractéristiques des demandeurs d'emploi, déterminent les chances de sortir du chômage, déterminent la durée du chômage. On a fait le même type d'exploitation avec les données administratives de la Caisse nationale de l'allocation familiale, donc qui suit les allocataires du RSA.
Ces données sont de nature très très différente, donc l'exercice n'est pas comparable, mais on arrive à reconstituer des taux de sortie. Alors il y a beaucoup de zones en France où il n'y a pas assez d'allocataires du RMI hier ou du RSA aujourd'hui pour reconstituer ces taux de sortie, parce que ce sont des zones essentiellement rurales, et puis que les allocataires du RMI ou du RSA se concentrent plutôt dans les centres urbains. Mais globalement, on va retrouver les mêmes types de constats précédents, c'est-à-dire des différences extrêmement fortes entre déciles, une plus grande dispersion d'ailleurs qu'avec les sorties du chômage, des communes qui sont contiguës mais qui présentent des chances de sortir du RMI qui sont diamétralement opposés, et puis des phénomènes d'agglomération, disons des zones qui sont uniformément favorables ou uniformément défavorables à la sortie du RMI. La Corse, qui était tout à l'heure toute rouge, et maintenant toute bleue. Donc, on voit aussi que les deux populations ne sont pas forcément les mêmes, les phénomènes ne se superposent pas de façon mécanique. En Corse, on sort rapidement du chômage, mais on ne sort pas rapidement des minima sociaux et du RSA en particulier. Donc voilà un peu notre outil d'observation. Et ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer d'aborder avec ce type de technologie les effets de la crise. Alors, si on prend l'angle du marché du travail, la crise, c'est effectivement une transformation assez profonde de la situation des personnes qui recherchent un emploi et des différents indicateurs du marché du travail. Là, je donne quelques illustrations. Il y a en haut les indicateurs de stock. Ça, c'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés par Pôle emploi, catégorie A, B, C, ou si on regarde depuis le point bas, on était mi-2008 jusqu'au le point haut, en fait, chaque mois, on a un point un peu plus haut, puisque, comme vous le savez, la courbe du chômage, c'est pas inversé. Et donc, on a une augmentation continue du nombre de demandeurs d'emploi. Et donc, si on prend simplement de mai 2008, où on avait 3 055 000 demandeurs d'emploi de catégorie ABC, on était à la fin 2013 à 4 900 000, et puis on a dépassé les 5 millions depuis. Donc, c'est une augmentation de plus de 60% du nombre de demandeurs d'emploi recensés par Pôle emploi. Si on regarde le taux de chômage au niveau du BIT, alors c'est des données trimestrielles, donc le point bas c'était début 2008 avec un taux de chômage de 7,5%, et on est à fin 2013 à un taux de chômage de 10,9%, donc l'allure temporelle est un peu différente, l'indicateur est différent, mais on a aussi une augmentation absolument drastique et disons relativement continue du chômage. Et puis j'ai mis en bas des indicateurs de flux sur le marché du travail, donc c'est la part des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, ou l'ancienneté moyenne, donc des indicateurs qui ont un lien fort avec la durée du chômage. Et alors le retournement s'est fait un peu plus tard pour des raisons qui s'expliquent assez facilement compte tenu de ce qu'est une durée du chômage. Donc c'est début 2009, mais entre le point bas et puis aujourd'hui, donc on a une dégradation continue des chances de sortir du chômage. C'est des augmentations de l'ordre de 40% sur 5 ans et plus en matière de durée du chômage. Donc voilà, la question qu'on veut poser, c'est lier les deux types de problèmes. D'une part, la dégradation du marché du travail telle qu'elle est liée à la crise, et d'autre part, les effets de territoire qu'on a évoqués plus tôt. Donc, si on veut énoncer de façon explicite la question, c'est comment la crise a-t-elle modifié la géographie de la durée du chômage ? On se dit, sans trop y avoir réfléchi, qu'il peut y avoir 3 types de réponses. Je peux imaginer que la crise a laissé intactes les fractures spatiales de grande ampleur qu'on a constatées dans la première carte. Dans le fond, on peut se dire que la crise, c'est un choc macroéconomique qui a affecté tous les secteurs d'activité, qui a affecté toutes les catégories de demandeurs d'emploi, qui aurait affecté tous les territoires un peu de la même manière. Et donc, peut-être que la crise a laissé intactes les fractures spatiales. Deuxième hypothèse, on peut imaginer aussi avec un raisonnement rapide, disons que la crise aurait pu aggraver les fractures. Enfin, l'idée qu'on trouve souvent, il y a quelques travaux qui ont commencé à regarder ces questions-là, c'est qu'il y a des effets... La crise a quand même des effets sectoriels relativement marqués. Disons, les secteurs d'activité les plus proches de l'industrie ont été plus affectés que les secteurs des services, en particulier les services publics ou les services aux personnes.
et que par ailleurs ces activités sont concentrées dans l'espace. On a une géographie particulière de tous ces secteurs d'activité, et donc par exemple les territoires les plus industriels, qui étaient initialement les plus concernés par le chômage, auraient connu une dégradation plus marquée que les territoires qui concentrent des pôles d'activité tertiaire, par exemple, dans lesquels le chômage était initialement plus faible et qui auraient connu une dégradation moins importante de leur marché du travail. Donc, si c'est effectivement le cas, on peut dire que la crise aurait aggravé les fractures spatiales sur les marchés du travail. Et puis on peut imaginer aussi un troisième raisonnement, c'est qu'il y a aussi des stabilisateurs sociaux qui sont en œuvre, qui existent aussi au niveau local. Il y a aussi des politiques publiques qui vont être mises en œuvre au niveau national et avec des traductions locales très différenciées. Par exemple, la distribution des contrats aidés n'est pas uniforme dans l'espace. Et tous ces mouvements, on pourrait aussi évoquer la mobilité des demandeurs d'emploi, même si elle est globalement très faible et qu'elle s'ajuste peut-être peu rapidement dans un contexte de crise, mais ça c'est des choses qui restent à étudier. Donc on peut dire que peut-être que tous ces éléments, ces effets de rappel, ces forces de rappel, ces mécanismes correcteurs auraient pu limiter la hausse du chômage, là où était initialement le plus élevé, et donc contribuer à amortir les effets, à suramortir les effets de la crise. C'est un peu ce qu'on constate, par exemple, dans les écarts de chômage entre les hommes et les femmes, qui se sont inversés avec la crise. Donc il y avait une inégalité à l'encontre des femmes, si on regardait ces indicateurs, et il était un peu historique, même s'il y avait un mouvement de convergence. Et du fait de la crise, on a eu, qui a beaucoup plus concerné les secteurs industriels et les ouvriers que les secteurs des services et les employés où les femmes sont surreprésentées, on a vu un rééquilibrage se produire. Donc voilà, la question c'est de départager cette hypothèse, et on pense que c'est important pour les politiques publiques, effectivement, puisque c'est l'objet de la journée aussi. Il y a un enjeu fort pour les politiques publiques, c'est est-ce qu'il faut développer des politiques d'égalité du fait de la crise, ou au contraire développer des politiques égales dans le contexte de crise. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? En fait, la difficulté, c'est d'accéder à des sources de données exhaustives qui permettent effectivement de répondre à ces questions. Alors, on a pu le faire dans une seule région, la région Rhône-Alpes, parce qu'on a un partenariat, disons, constitué et particulier avec le Grand Lyon. Et dans cette région, on va pouvoir bénéficier d'un accès privilégié, d'une part aux données de Pôle emploi dans leur version exhaustive, et avec une dimension, avec un recul historique suffisant. Donc ça va être le fichier historique statistique, et d'autre part aux données de la CAF du Rhône, alors qui ne représente pas toute la région Rhône-Alpes, mais qui permet aussi de faire des traitements intéressants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser ces sources et on va regarder, on va suivre deux cohortes, une cohorte avant la crise, une cohorte après la crise, et on va aussi contrôler des effets qu'on peut contrôler avec ces types de données, donc notamment les caractéristiques sociodémographiques des demandeurs d'emploi avant et après, et puis des allocataires du RMI puis du RSA avant-après. Et avec ces sources, donc, on va aussi regarder si les effets sont différents à différentes échelles spatiales. On peut regarder l'évolution des dispersions au niveau de la région, au niveau de l'aire urbaine, au niveau du Grand Lyon. Et on va regarder ça aussi pour différents publics. On va regarder par exemple pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, puis uniquement pour les jeunes, uniquement pour les demandeurs d'emploi peu diplômés, enfin peu qualifiés, etc. Et donc on fait donc ces analyses qu'on répète. Donc c'est un travail statistique assez lourd. Je ne vais pas rentrer dans le détail du travail. Je vais vous présenter essentiellement les principaux résultats. Donc, si on regarde en région Rhône-Alpes, avec une entrée communale, les taux de sortie en moyenne sur l'ensemble des communes de la région, pour la cohorte, donc la cohorte des demandeurs d'emploi qui rentrent en 2004 et qu'on va suivre jusqu'en 2008, les chances de sortir, c'est 34,4% au bout d'un an. Et pour la cohorte qu'on suit de 2009 jusqu'en 2012, donc la cohorte post-crise,
les chances de sortir du chômage, c'est 28,3%. Donc ça fait 6,1 points de chances de sortir en moins, soit une baisse de près de 18% en relatif. Et donc si on exprime ça en termes de durée de chômage, c'est une augmentation de 7 mois et demi de la durée de chômage avant et après le début de la crise. Donc notre question, c'est comment est-ce que ce choc, enfin, cette transformation assez majeure du marché du travail a été spatialement distribuée. Alors, on peut regarder, d'abord, on peut cartographier ces taux de sortie, comme on l'a fait initialement sur la France entière. Donc ça, c'est l'accord de 2004 qu'on suit jusqu'en 2008. Et on retrouve l'idée, la représentation est un peu différente, là on a le même code couleur que Anthony tout à l'heure. Donc en rouge, on sort très vite du chômage, en vert, on sort beaucoup moins vite du chômage, et on voit qu'il y a des différences très nettes entre territoires. Alors que les statistiques ici, elles sont faites au niveau des codes postaux, on a vraiment des agglomérats de codes postaux qui présentent des chances de sortir du chômage uniformément élevées ou uniformément faibles. Donc, on voit bien qu'il y a des territoires constitués en matière de sortie du chômage, avec des différences assez nettes au sein de la région Rhône-Alpes. Et l'intérêt, c'est de regarder comment ça s'est déformé avec la crise. Alors, une première manière de faire, c'est attention, on est en face d'un choc macroéconomique, donc c'est bien de faire attention aux différents intervalles de classe. Une première manière de faire, c'est de dire on va conserver les mêmes classes, et puis on va regarder comment les taux de sortie se redistribuent pour la deuxième cohorte après la crise. Donc ça, c'est la même carte pour la deuxième cohorte après la crise. Donc on voit, en fait, quand on compare les deux cartes, ça c'est ma petite animation, voilà. Effectivement, on voit de façon très nette qu'il y a comme un effet de contagion épidémique des durées de chômage élevées. C'est-à-dire que les territoires les plus favorisés restent favorisés. Enfin, ils appartiennent toujours à la même classe en apparence. C'est effectivement toute la zone est de la région. Et puis les territoires les plus défavorisés, donc où les durées de chômage sont les plus élevées, où les taux de sortie sont les plus faibles, s'étendent dans l'ensemble de la région. Donc ça, c'est une manière de représenter l'effet de la crise. On a fait aussi beaucoup d'autres cartes avec contrôle, en regardant pour les sous-populations, etc. Puis on peut aussi regarder statistiquement comment évolue la distribution des taux de sortie dans l'ensemble de la région. Et on peut regarder, par exemple, la fonction de répartition avant ou après. On voit comme ça visuellement qu'il y a une espèce de translation de la fonction de répartition. Puis si on regarde les fonctions de densité, où on a donc la distribution des densités pour l'ensemble des localités, on a aussi l'impression globalement d'un shift, d'un déplacement de la fonction de densité. Et une manière... On a fait beaucoup de travaux dans tous les sens. Là, je montre ce qu'il y a de plus visuel, en fait. Une manière aussi de représenter les évolutions, c'est de représenter donc toutes les localités Rhône-Alpes, toutes nos observations, et de regarder donc les taux de sortie avant, et puis là, en abscisse, et la variation des taux de sortie entre les deux cohortes en ordonnée. Et ce qu'on constate, c'est en fait, il y a des grandes dispersions, évidemment, entre l'ensemble des localités dans l'exposition au risque de chômage de longue durée avant, mais le choc de la crise n'a pas affecté de façon privilégiée les localités qui présentaient initialement des taux de sortie les plus faibles, ou inversement, des localités qui présentaient initialement les taux de sortie les plus élevés. C'est-à-dire ce nuage de points n'a ni une pente positive, ni une pente négative. Il est globalement donc avec une pente nulle, et donc ça signifie qu'effectivement il n'y a pas ni convergence ni divergence des taux de sortie. Il y a au contraire plutôt l'idée d'un choc qui a affecté de façon uniforme l'ensemble des localités, donc avec des différences selon les localités bien sûr, mais ces différences elles sont distribuées de façon un peu aléatoire si on veut, et il n'y a pas véritablement ni convergence ni divergence. Donc voilà, on a répété ce type d'analyse pour différents sous-groupes, et on a également répété ce type d'analyse avec les statistiques de la CAF du Rhône.
donc sur les populations des RSA, et on trouve de façon relativement robuste toujours le même message. Par exemple, là, vous avez une illustration au niveau, on a regardé aussi à différentes échelles spatiales, donc là, vous avez au niveau des différentes conférences des maires du Grand Lyon, hein, les variations de taux de sortie pour l'ensemble du demandeurs d'emploi, et puis par sous-catégorie. Hein. Ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des différences d'une conférence des maires à une autre, mais dans toutes les conférences et pour toutes les configurations, toutes les sous-populations, on a un effet de la crise qui est uniformément négatif, et donc on est en fait assez proche d'un choc qu'on peut qualifier, disons, d'homothétique ou de quasi-homothétique sur l'ensemble des territoires. Voilà, donc au total, la conclusion à laquelle on aboutit, c'est que la crise a plutôt provoqué une déformation homothétique des taux de sortie du chômage et du RSA dans tous les territoires, à toutes les échelles et pour tous les publics. Donc elle n'a ni réduit, elle n'aurait ni réduit ni augmenté l'ampleur des fractures spatiales, ou disons, s'il y a eu des forces qui ont conduit à augmenter les fractures, elles ont été compensées par d'autres forces qui ont conduit à les réduire. Et au total, au final, après dans le contexte de crise, hein, la crise n'a ni atténué ni renforcé la nécessité de mettre en œuvre, de conduire des politiques de cohésion territoriale, des politiques d'égalité des territoires. Alors, c'est vrai qu'à une échelle spatiale plus fine, celle du pôle métropolitain, entre les communautés d'agglomération, et aussi à celle du Grand Lyon, entre les conférences des maires, surtout les plus périphériques, on a constaté aussi un certain resserrement des disparités, avec une dégradation moins marquée au centre qu'en périphérie, ce qui est un constat qu'il faut encore qu'on documente et qu'on questionne. Mais globalement, le message essentiel est celui d'un choc plutôt macroéconomique, uniforme, partagé, qui laisse intacte la nécessité de conduire des politiques de cohésion territoriale pour lutter contre ces fractures qui sont initialement élevées et qui le sont restées. Je vous remercie.